J'entends de plus en plus souvent dire qu'il faudrait consommer local. Consommer local pour réduire notre empreinte écologique, ou encore que ce serait plus éthique en ce qui concerne le bien-être animal. Mais déjà, ça veut dire quoi local? Est-ce qu'il existe une définition officielle du terme local lorsqu'on parle d'alimentation et de production de nourriture? Ou est-ce que c'est complètement intuitif et relatif à la distance qui sépare les différents lieux de production du consommateur? Autrement dit, dans l'univers de Star Wars, par exemple, si Jabba the Hutt voulait se mettre au local, est-ce que local pour lui signifierait tout ce qui vient de la galaxie où se trouve Tatooine, sa planète? Est-ce que ça signifierait n'importe laquelle des planètes aux environs de la sienne? Ou encore, est-ce que ça signifierait tout ce qui vient de sa planète, Tatooine? En tout cas, tout ce que j'ai pu trouver d'après mes recherches, c'est une définition adoptée par le Congrès américain en 2008 dans un projet de loi stipulant que l'aliment doit être produit dans un rayon de 400 miles environ, soit 640 km. Le locavorisme, quant à lui, prône un rayon allant de 100 km à 250 km. Bon, en ce qui concerne l'éthique animale, je vais pas trop m'attarder. Je veux dire, pour un animal quel qu'il soit, recevoir un couteau dans la gorge à 1 km de chez vous ou à 100 000 km de chez vous, à mon avis, ne fait pas une grande différence pour lui. Dans les deux cas, sa mort était programmée dès la naissance, dans les deux cas, il a été exploité toute sa vie, et dans les deux cas, il a été exécuté contre son gré. Mais explorons maintenant l'argument du consommer local pour sauver la planète. Et là, c'est bel et bien le transport qui est mis en cause dans la consommation des aliments locaux versus les aliments non locaux, et bien sûr toutes les émissions de gaz à effet de serre associées à celui-ci. On sait en effet que le secteur des transports est particulièrement émetteur de gaz à effet de serre, à hauteur de 31% pour la France par exemple, ou encore de 28% pour les États-Unis. Et donc la question cruciale finalement, c'est quelle est la part de l'impact sur l'environnement du transport des aliments produits non localement, et bien entendu, est-ce qu'on peut considérer cet impact comme non négligeable comparé au type d'aliments produits? En bref, si on souhaite réduire notre impact sur l'environnement, vaut-il mieux se concentrer sur le type d'aliments que l'on consomme, ou vaut-il mieux se préoccuper de la distance qui nous sépare du lieu de leur production? Les deux n'étant bien sûr pas mutuellement exclusifs. Et la réponse va sans doute vous surprendre. Mais rappelons tout de même deux ou trois petites choses avant de regarder les chiffres. Comme vous le savez peut-être déjà, les gaz à effet de serre les plus problématiques aujourd'hui sont le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote et le méthane. On utilise un indicateur nommé pouvoir de réchauffement global, le PRG, afin d'établir des comparaisons et des prédictions sur leurs impacts respectifs, par exemple en prenant en compte leur durée de vie dans l'atmosphère, laquelle peut varier justement d'un gaz à l'autre. Les différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de serre. En effet, certains ont un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et ou une durée de vie plus longue. La contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure grâce au pouvoir de réchauffement global, le PRG comme je disais. Le protoxyde d'azote, par exemple, subsiste longtemps dans l'atmosphère, environ 121 ans, et son PRG sur 100 ans est de 265, c'est-à-dire qu'il est 265 fois plus élevé qu'une masse équivalente de dioxyde de carbone. Et c'est par ailleurs le principal contributeur à l'appauvrissement de la couche d'ozone. Ensuite, le méthane, qui comme on l'a vu est également un puissant gaz à effet de serre, eh bien celui-ci est le deuxième contributeur au forçage radiatif total des gaz à effet de serre, autrement dit c'est le deuxième gaz ayant le plus fort impact sur le réchauffement climatique, donc juste après le CO2, le dioxyde de carbone. Mais il a quant à lui une durée relativement courte dans l'atmosphère, de 12 ans, contre du coup 121 ans par exemple pour le protoxyde d'azote. Au niveau de la répartition des différents gaz en termes de réchauffement climatique, en termes de contribution au réchauffement climatique, il semble d'après les chiffres calculés en 2018 que le CO2 il contribue à 66%, le méthane à 17% et le N2O, le protoxyde d'azote, à 6%. Et cela nous amène donc à la grande question que je souhaite traiter dans cette vidéo. Mais avant d'y répondre, voyons déjà quels sont les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Très clairement, si on regarde par exemple cette étude publiée en 2018, on se rend compte que ce sont les produits carnés qui sont largement de loin les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Cumulés, ils comptent pour 83% des émissions de gaz à effet de serre totales en Europe liées à l'alimentation. En effet, on peut lire noir sur blanc que la consommation de viande et d'œufs représente en moyenne 56% des émissions totales de gaz à effet de serre en Europe, suivi de près par les produits laitiers, lesquels comptent pour 27% d'émissions, et loin derrière, avec 4% en moyenne, on a la consommation de céréales, de riz ou encore de choses comme le maïs. Pas grave, me direz-vous, il n'y a qu'à consommer de la chair, des produits laitiers ou des œufs d'animaux élevés et tués près de chez moi, histoire de bien réduire mon impact. Nope, fausse bonne idée. Et pour la suite de cette vidéo, je vais me baser sur le travail de l'organisme Our World in Data, basé au département des sciences de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, qui a justement réalisé un travail
extrêmement minutieux sur la question en utilisant comme source un certain nombre d'études, dont celle que j'ai déjà citée, ou encore l'immense méta-analyse d'Oxford de 2018, méta-analyse recensant elle-même les données de 570 études portant sur 38 000 fermes dans 119 pays différents. La plus grande méta-analyse jamais réalisée sur le sujet de l'impact environnemental de notre alimentation. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Par exemple, on apprend que pour la plupart des produits alimentaires, le transport compte pour moins de 10% de leur impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre à échelle mondiale. Un chiffre encore plus bas si on regarde uniquement l'Europe. En Europe, l'impact du transport sur les émissions de gaz à effet de serre globales ne compte que pour 6%. Ici d'ailleurs, on se concentre uniquement sur la France, on se rend compte qu'en France aussi, l'impact du transport des aliments est finalement très faible au regard du reste. Et les produits carnés justement dans tout ça, qu'en est-il? Eh bien, si on regarde la métrique utilisée par les chercheurs ici, une métrique d'équivalence CO2 qui cumule CO2, donc le dioxyde de carbone, CH4, le méthane et N2O, le protoxyde d'azote, et regarde la quantité de kilogrammes de gaz à effet de serre émis par kilogramme d'aliments produits, on apprend que la production de chair bovine, par exemple, émet 60 kg d'équivalent CO2 par kilogramme produit. Les autres ruminants et les produits laitiers, plus de 20 kg, en vérité 24 kg, et que les autres aliments carnés, à savoir par exemple la chair de cochon ou la chair de volaille, bien qu'en dessous des premiers, ont tout de même un impact supérieur à la plupart des produits végétaux, des produits végétaliens, comme les fruits, les céréales, les légumes, etc. Des chiffres que l'on retrouve en détail sur ce graphique avec les sources, et par ailleurs, les sources seront dans la description de cette vidéo comme d'habitude, afin que vous puissiez vous-même aller les regarder. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, à savoir local versus non local, qu'en est-il justement de l'impact du transport dans tout cela? Eh bien, pour la chair de bœuf par exemple, l'impact du transport, comme on peut le voir sur ce graphique, compte pour moins de 1% de son impact total. Pour ce qui est des autres ruminants ainsi que des produits laitiers, les chiffres ne sont guère plus élevés, de l'ordre de 3 à 5%. En somme, ce n'est pas la provenance des morceaux d'animaux, des œufs ou des produits laitiers que vous consommez qui importe, mais bel et bien le fait que ce soit des morceaux d'animaux, des produits laitiers ou des œufs. Donc en gros, si vous souhaitez diminuer de manière non négligeable votre impact sur l'environnement via le levier de l'alimentation, opter pour de la viande, des produits laitiers ou des œufs produits localement est plutôt vain et plutôt futile. Les remplacer par des alternatives végétales sera bien plus significatif d'un point de vue réduction de votre empreinte écologique. Et en plus, énorme bonus quand même, ça permet d'éviter que les animaux soient électrocutés, gazés, égorgés à la chaîne, ce qui franchement n'est pas si mal non plus. Autre information intéressante, le transport par voie aérienne émet jusqu'à 50 fois plus de gaz à effet de serre que le transport maritime. Heureusement, la part des aliments transportés par voie aérienne est globalement très faible. En effet, comme on peut le voir sur ce graphique, le transport aérien de nourriture compte pour environ 0,16% de la part totale de distance de transport, le transport maritime 58,97%, le transport routier 30,87% et le transport ferroviaire 9,9%. Et enfin, notons que d'après la méta-analyse réalisée par Pour et Namesake, celle d'Oxford, l'impact environnemental des produits carnés les moins polluants excède l'impact moyen des protéines végétales qu'on pourrait leur substituer, aussi bien en termes d'émissions de gaz à effet de serre que d'eutrophisation ou encore d'acidification, à l'exception des noix, ou encore d'utilisation d'éther. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt, ciao.